Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso. Bonjour madame. Vous êtes en Allemagne en ce moment avec un objectif très précis, à savoir de parler du G5 Sahel, puisque vous êtes le président actuellement du G5 Sahel. Quel est l'objectif précis de votre visite en Allemagne à Berlin? Alors, je voudrais dire que c'est à l'invitation de la chancelière que je suis venu donc à Berlin pour deux raisons essentielles. La première, c'est un peu la discussion autour de la coopération entre nos deux pays. La deuxième, c'est justement parce que depuis février 2019, le Burkina Faso assure la présidence du G5 Sahel. Alors, sur le premier point concernant la coopération, je voudrais noter que nous avons une coopération satisfaisante qui traite des questions de décentralisation, des questions d'accès à l'eau potable, des questions d'énergie, des questions d'agriculture. Et donc, de ce point de vue-là, nous ne pouvons que saluer cette coopération et également, au regard de la situation sécuritaire de notre pays, demander effectivement à l'Allemagne de pouvoir nous soutenir sur des questions qui nous semblent essentielles. D'abord, cette situation a créé l'afflux de réfugiés pour des questions sécuritaires. Nous avons à peu près à l'intérieur environ 60 000 à 70 000 personnes qui ont été obligées d'être déplacées pour des questions de sécurité. Et il est important donc que l'ensemble de la structure humanitaire qui aide les pays africains, et en particulier l'Allemagne, puisse nous appuyer dans la gestion de cette situation, puisque ces personnes doivent être sauvegardées et plus tard ramenées dans leur site d'habitation pour y rester lorsque nous aurions pu assurer les questions sécuritaires. Et quelles sont les promesses très concrètes que Madame la chancelière vous a faites? Non, la chancelière nous a en tout cas montré une grande disponibilité. Nous sommes arrivés, vous savez, depuis hier. Nous avons rencontré le président de la République, nous avons rencontré la chancelière. Nous avons apprécié en tout cas l'intérêt que l'Allemagne porte à l'Afrique et particulièrement au G5 Sahel. Vous savez bien que dans le cadre de l'aménagement, l'Allemagne participe dans cette activité. Le Burkina Faso également avec près d'un contingent de 1700 personnes. Et de ce point de vue-là, en tout cas, elle s'est engagée à regarder l'ensemble de ces questions et à continuer à apporter la contribution au soutien également au G5 Sahel. Concernant le G5 Sahel, pour nous, ce qui était important, c'est que nous puissions assurer une meilleure coordination entre le G5 et l'Union européenne. Parce que pour l'instant, depuis, je dirais, la mobilisation des ressources où des intentions ont été faites pour la force du G5 Sahel, le constat aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur ces financements-là. Donc, il était nécessaire que nous ayons une réunion de coordination entre le G5 et l'Union européenne pour qu'ensemble, nous puissions savoir quels sont les délais dans lesquels ces approvisionnements pourront être faits et que nous ayons une meilleure visibilité sur l'action commune que nous menons. Et cette action de coordination a quand même tardé quelque peu. Est-ce que c'est sur demande des partenaires européens qui ont peut-être vu que, bon, si on continue de cette sorte, on ne saura pas où va l'argent concrètement? Bien au contraire, c'est à notre demande, parce que nous considérons que dès que nous avons été, en tout cas, portés à la tête du G5 Sahel, nous avons essayé de comprendre pourquoi justement tout cela traîne. Et nous avons convoqué tout le monde à Ouagadougou, l'état-major, les représentants de l'Union européenne sur place, toutes les structures qui s'occupent en tout cas des commandes pour le compte de l'Europe sont venus et nous avons une discussion franche pour essayer de voir un peu où sont les domaines de blocage. Mais ça, c'est au niveau technique. Maintenant, au niveau politique et institutionnel, il est important que les ministres également soient tenus informés et qu'on travaille à une meilleure coordination. Sinon, eux n'ont pas de visibilité, nous, on n'en a pas non plus. Et chez nous, on dit, ça fait quand même 1 an qu'on parle de cela, on n'a rien reçu. Par exemple, nous devions avoir des moyens de transport blindés pour les troupes. Après 1 an, maintenant, on nous a dit, si ce n'est pas dans 1 an, ça ne sera pas disponible. Ça pose un problème pratique, parce que pour l'instant, le terroriste, lui, n'attend pas que vous soyez équipé pour commencer le combat. Lui, il est équipé. Lui, il se bat avec ses moyens, mais forcément,
Comme vous voyez, il y a des mains antipersonnelles qui sont déposées ça et là et qui ont des conséquences néfastes sur des troupes qui sont dans des voitures simplifiées, alors qu'on aurait pu sécuriser nos troupes dans leur déplacement. Donc voilà. Vous parlez de voitures simplifiées. En effet, le gros problème de l'armée du Burkina Faso, comme celle du Mali et des autres pays, c'est le manque de matériel, le manque aussi de formation peut-être. Tout est lié. C'est vrai que nous avons deux aspects qu'il faut consolider. Nous devons en même temps combattre le terrorisme tout en assurant l'aguerrissement de nos soldats. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une nouvelle donne qui n'a jamais existé dans notre sous-région. C'est-à-dire la guerre asymétrique. C'est une guerre qui est imposée, mais ce n'est pas une guerre classique. Alors, donc, forcément, les moyens qui peuvent être employés doivent être redéployés d'une autre manière pour pouvoir faire face aux dangers. Et je crois que nous travaillons dans ce sens. Et je crois que l'appui également qui est apporté dans la coopération et avec l'Allemagne, et nous ont proposé effectivement d'avoir des accords de coopération également qui permettent de rendre légale l'action, je dirais, soit de formation, soit d'accompagnement qu'ils peuvent nous apporter dans, je dirais, la consolidation de notre armée. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une armée qui est, je dirais, en mise en œuvre. Alors, elle n'est pas complètement aguerrie, mais nous sommes déjà assez satisfaits des résultats qu'ils opèrent sur le terrain au regard, je dirais, de la nécessité d'aller vite à l'action. Parce qu'on ne peut pas attendre de former déjà avant qu'il y ait à l'action. Mais il y avait le RSP, vous ne regrettez pas l'absence de cette... Vous savez, le RSP, on en parle beaucoup, mais comme je dis, l'expérience nous montre que c'est un tigre à papier. Ah bon? Puisque la preuve, c'est que, comme je dirais, lorsque les RSP étaient en posture et que les forces loyalistes ont attaqué la position du RSP, et il n'y avait plus de RSP, tout le monde a disparu. C'est pour dire, ne comparons pas, comme je dis, ce que j'appelle une armée de parade qui bande ses muscles dans des situations où celui qui est en face n'a pas d'armes, et une armée de combat qui est habituée à se frotter, je dirais, à des bagarres et à des combats sur le terrain. Donc, c'est pour dire simplement, le RSP, c'était pour la défense, je dirais, du pouvoir de Blaise Compaoré et non pour la défense du territoire burkinabé. Parce qu'on ne dépend pas d'un territoire avec 1200 personnes. Je pense que ça me semble évident. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que, quelque part, nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situations qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15, nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif, c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures à qui de droit, qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dira où les a mis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps. Mais nous nous battrons en tout cas pour rétablir la paix
et la sécurité dans notre pays. C'est une priorité pour nous. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ses conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix? Si les conseils, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour des trafics, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience, on l'a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Alors, donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour qu'il continue à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Nous ne sommes pas opposés à un conseil de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons mis Blaise Compaoré en dehors du Burkina Faso. Il est parti, je dirais, de lui-même suite à l'insurrection. Il est à Abidjan. S'il veut conseiller, il peut conseiller. Il reviendra peut-être au Burkina Faso. Mais nous avons dit, nous n'avons chassé personne. Celui qui veut revenir, il revient. Nous avons simplement dit, si vous avez des problèmes avec la justice, vous rendez à la justice, vous faites le point là-bas et vous continuez. Nous n'avons aucun problème. Mais comme je dis, depuis que Blaise Compaoré est à Abidjan, les attaques se multiplient au Burkina Faso. Je n'ai jamais entendu Blaise Compaoré qui a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Ça vous manque? Non, je ne sais pas que ça me manque, mais je trouve que humainement, quand on est un ancien chef d'État, on se préoccupe de l'avenir de son pays et de son peuple. Ça me semble important. Aujourd'hui, des écoles sont fermées au Burkina Faso. On parle de plusieurs dizaines d'écoles. Ah non, pas des dizaines, des centaines. Des centaines d'écoles sont fermées. C'est un maillon important de la chaîne qui est touché. Comment est-ce que vous éprouvez cette situation? Nous, on estime que c'est une situation qui est grave. Nous avons parlé avec la chancelière d'ailleurs. Nous avons plusieurs centaines d'écoles qui sont fermées. Plus de 100 000 élèves qui ne vont pas à l'école. Et c'est un défi majeur pour nous de faire en sorte de rouvrir les classes pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que le fait que les enfants ne vont pas à l'école est un terreau fertile au recrutement du terrorisme et à son renforcement, à son enlisement. Alors, donc, nous avons donné des instructions fermes, aussi bien aux forces de défense et de sécurité, de prendre les dispositions pour que, d'ici un trimestre, nous puissions commencer à réouvrir l'école au Burkina Faso. Ce sera un des signes de succès de notre action sur le terrain vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que la chancelière Angela Merkel dit, par exemple? Non, elle est tout à fait d'accord avec l'objectif que nous visons. Elle est tout à fait d'accord que l'école est un ciment important. Et comme je lui ai dit, le problème est simple. Quand vous êtes enseignant au nord de Burkina Faso et que vous donnez des cours, un terroriste vient avec une autre personne, ils sont deux, ils viennent et vous disent, bon, vous enseignez en français, si vous n'enseignez pas en arabe, demain si on vient ici, on vous zigouille. Ben, vous n'allez pas trouver quelqu'un là-bas, ça me semble évident. Et pour des questions sécuritaires pour tout le monde d'ailleurs. Alors, donc pour nous, c'est un défi majeur de travailler à ce que l'école soit réouverte progressivement, en assurant la sécurité des maîtres et en assurant la sécurité des élèves. Et comment vous allez faire ça? Avec l'aide de l'armée aussi? Absolument. On est obligé de mailler les territoires de manière à assurer cette sécurité-là. Mais en même temps, dans l'armée, vous avez aussi le problème des soldats qui fuient parce qu'ils ont peur aussi. Non, vous savez, ce n'est pas une histoire de fuir ou d'avoir peur. Vous savez, quelle que soit l'armée, quand vous êtes surpris, il n'y a plus de courage. C'est ça, quel que soit l'homme. Quand vous êtes dans vos dispositions et que vous anticipez, il est évident que vous avez plus de moyens de résistance, mais lorsqu'on vous surprend, il n'y a plus de courage à faire. Alors, je voulais simplement dire que, Dieu merci, ce genre de situation n'est pas la situation répétitive et que l'armée burkinabé remporte également des victoires sur le terrain du combat contre le terrorisme. Et comme nous avons dit, chaque fois que nous aurions l'initiative, c'est nous qui créons la guerre de l'autre côté. Chaque fois que c'est les autres qui auront l'initiative, forcément, nous serons nous-mêmes surpris par des événements. Donc, nous avons décidé de reprendre l'initiative de ce combat-là. Et je pense que les prochains jours de cette activité montreront bien que
contrairement à l'image qui est développée, nous avons une armée qui assure également ses responsabilités sur le terrain. Mais comme je dis, si vous êtes assis quelque part, une action intervient tout de suite, on est surpris. La première des choses, chacun cherche à se sécuriser d'une manière ou d'une autre, et c'est ça, je dis, c'est le défaut. Il faut avoir l'offensive, il faut avoir l'initiative. Vous semblez manifester de la compréhension pour la fuite de ces soldats vers le Togo. Est-ce qu'ils seront punis? Quel sort leur est réservé? Ils vous regardent non, je dis simplement, vous savez, je vous ai donné une explication théorique des questions. Le chef d'état-major général des armées a déjà sorti une note dans ce sens pour dire que celui qui, face à un combat, va déserter ce poste de combat, il n'a qu'à considérer qu'il perd son poste dans l'armée. Donc c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin, moi, de menacer outre mesure, puisque l'état-major des forces armées a rappelé une instruction, qui est une instruction militaire d'ailleurs classique. Ce n'est pas nouveau. Mais il est bon toujours de remettre en mémoire, comme on dit, la répétition également est pédagogique. Donc je voudrais simplement vous ramener à cette décision qui a été déjà prise par le chef d'état-major général et diffusée. Vous avez dit tout à l'heure que les terroristes l'emportent, entre guillemets, quand ils prennent l'armée par surprise. Là, dans quelques jours, le FESPACO, le festival de films panafricains de Ouagadougou, va commencer, un festival qui attire des milliers de personnes Absolument. tous les 2 ans. Donc ça veut dire que vous avez pris des mesures particulières pour la protection de ces festivaliers. Absolument. Vous savez, le Burkina Faso, nous avons déjà la dernière fois tenu en même temps le CIAO, un certain nombre de festivals qui ont mis des milliers de personnes au Burkina Faso. Tout le monde est venu repartir sainement du Burkina Faso. Nous en faisons un défi majeur et nous remercions d'ailleurs tous ceux qui font ces déplacements, nonobstant la situation, parce que voulant manifester leur solidarité également vis-à-vis du peuple burkinabé. Et c'est pour cela que nous avons un devoir de prendre les dispositions sécuritaires pour permettre à tous ces acteurs, tous ces festivaliers de cinéma, les autorités, aussi bien de la culture qui vont venir, de pouvoir être sécurisés durant leur séjour au Burkina Faso, qui va durer quasiment près d'une semaine à 10 jours. Alors, nous touchons du bois et en disant les dispositions sont prises, mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Mais nous avons bon espoir, en tout cas, que les choses se passeront dans les bonnes conditions. Et en même temps que le FESPACO se déroulera l'exercice militaire américain appelé Flintlock, ouais. Est-ce un hasard que cette année Flintlock se déroule au Burkina ou est-ce que c'est à votre demande? Non, c'est régulier, parce que c'est dans les mêmes périodes que ça s'organise habituellement. Et sauf que... Mais c'est la première fois au Burkina? Non, c'est pas là. Oui, moi, depuis, j'ai déjà présidé Flintlock d'ailleurs à un moment donné. C'est pas la première fois. Mais cette année, disons que c'est le FESPACO, comme c'est tous les 2 ans, qui tombe là-dessus. Qui coïncide. Mais sinon, c'est une opération qui est prévue régulièrement, qui constitue, comme je dirais, un socle de formation des armées, des gens de partenariat et des gens d'expérience. C'est quelque chose qui est régulier chez nous. Monsieur le Président, revenons rapidement, avant la fin de cette interview, à votre coopération avec l'Union européenne. L'Allemagne, par exemple, a annoncé 200 millions, nous a-t-on dit, pour le volet développement. C'était à Nouakchott en décembre dernier. Est-ce que vous le confirmez? Non, je confirme que l'Allemagne, on a remercié d'ailleurs l'Allemagne pour sa contribution dans le cadre des annonces qui ont été faites, qui ont été portées pour plus de 1,2 milliard d'euros. Mais c'est comme j'ai dit, entre les annonces et la réalisation, le secrétariat permanent du G5 Sahel doit faire un travail, parce que nous avons le programme d'urgence et le programme prioritaire du G5 Sahel. Mais ces programmes sont déclinés, mais il faut les traduire en opportunités d'investissement sur lesquelles on va amener les partenaires à pouvoir investir et à rendre visible l'action que nous menons vis-à-vis des populations. Que ce soit des problèmes d'adduction d'eau, que ce soit des questions de dispensaires, d'écoles, de routes ou d'infrastructures dans les solaires, l'énergie, etc. Il faut que ce soit visible. Et parce que sinon, nous allons tomber dans le même problème que la rencontre que nous avons eue sur les forces du G5 Sahel.
On a mobilisé plus de 400 millions d'euros. Annoncé. Bon, tout le monde est content. Et finalement, on a des problèmes. Hein. Voilà. Donc, il n'y a rien ou il y a la moitié? Non, il n'y a pas grand-chose. Disons, la moitié, nous dit-on, est soi-disant mise en route. Mais c'est comme je vous dis, si vous prenez les blindés, ils ne seront disponibles que dans un an. Donc 2020. Alors, donc c'est pour dire simplement qu'il faut qu'on évite ces couacs. Et la présidence que nous assumons doit viser à rendre le secrétariat permanent opérationnel, organisé pour pouvoir gérer de façon visible ces actions-là. Sinon, on fera trop de bavardage pour rien. Est-ce que les faits de corruption retiennent aussi un peu ceux qui font des annonces de fonds et leur fait peur pour déposer l'argent? Je pense que l'aspect corruption, nous avons réglé. Que ce soit pour les forces du G5, la commission de soutien qui choisit le matériel, tous les partenaires qui veulent peuvent y être, pour être clair sur la visibilité. Deuxièmement, il y a une institution qui a été choisie par l'Union européenne pour gérer, je dirais, les signatures des marchés de livraison de matériel. Et donc là également, on n'est pas en prise directe. Et l'argent n'est pas chez nous. Nous avons ouvert un compte fiduciaire, je dois vous rappeler, au titre de G5 Sahel, et personne n'a voulu mettre son argent là-bas. Bon, nous n'avons pas discuté pour ceux qui sont en Mauritanie, sauf les Émirats qui ont accepté verser une partie de leur quote-part dedans, en attendant que nous puissions assurer les dépenses et nous permettre de voir un peu comment ça se passe, puisqu'eux vont participer justement au règlement et au choix du matériel que nous devons faire. Donc c'est pour dire que dans ce domaine de corruption, vous savez, la corruption n'est pas simplement africaine, hein, elle se trouve partout. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous sommes tout à fait, je dirais, propres sur ces questions, pour éviter que ceux qui nous aident ne nous disent qu'en même temps vous avez pris l'argent, vous n'avez pas réalisé ce qu'on voulait, plutôt vous avez dans vos poches. Ça ne fait pas l'honneur à l'Afrique et ça ne fait pas honneur à la cause que nous devons défendre pour les peuples africains qui se trouvent dans ces difficultés.